La route est étroite, bordée de forêts humides et de fossés boueux quelque part dans les pays baltes, au matin du 22 juin 1941, lorsque la colonne allemande avance avec la certitude froide d'une guerre éclair déjà gagnée ailleurs. Les équipages regardent droit devant eux, convaincus que rien ne peut arrêter leur progression, jusqu'au moment où, au détour d'un virage, surgit une masse d'acier démesurée, marquée d'une étoile rouge, si large et si haute qu'elle semble avaler la route entière. L'ordre de feu est donné sans hésitation, les canons crachent, les obus frappent et rebondissent. À cet instant précis, la guerre change de visage. Les premiers projectiles de 37 mm frappent la caisse du char soviétique et ricochent comme s'ils avaient heurté une paroi de béton. Les tankistes allemands observent, incrédules, les impacts laissaient seulement des marques claires sur l'acier sombre, sans fissure, sans pénétration, sans la moindre fumée à l'intérieur. Le monstre ne recule pas, ne brûle pas, ne s'arrête même pas. Lentement, presque avec indifférence, la tourelle pivote. Un coup, puis un autre. Les chars légers de la colonne s'embrasent l'un après l'autre, transformés en torches immobiles au milieu de la route. Pour la première fois depuis le début de l'invasion, la peur change de camp. Ce char porte un nom que beaucoup apprendront à redouter très vite. KV-1. Ce qui se déroule ce jour-là n'est pas un hasard, ni un miracle improvisé sur le champ de bataille. L'histoire du KV-1 commence bien avant le premier coup de feu, à la fin des années 30, lorsque la direction soviétique comprend que le prochain conflit européen ne se gagnera pas seulement par la vitesse, mais par la capacité à briser des lignes fortifiées et à survivre sous le feu. À Leningrad, le bureau de conception dirigé par Yossif Kotin reçoit une mission claire et ambitieuse. Créer un char lourd, capable de résister à toutes les armes anti-chars existantes et de dominer le champ de bataille par sa seule présence. Les premiers prototypes apparaissent avant la guerre, et les essais confirment rapidement que la machine est hors norme. Le KV-1 n'est pas seulement lourd, il est massivement blindé. Sa protection frontale atteint une épaisseur que les canons anti-chars de l'époque ne peuvent tout simplement pas percer en conditions réelles. Les flancs, eux aussi, sont conçus pour encaisser les coups là où les autres chars seraient déjà condamnés. Dans un monde où la majorité des blindés ennemis reposent encore sur des protections modestes, ce choix transforme le KV-1 en forteresse mobile. Son armement, dès le départ, suscite des débats au sein de l'armée soviétique. Le calibre de 76 mm est retenu parce qu'il représente alors un équilibre idéal entre puissance et polyvalence. À la fin des années 30, aucune machine ennemie ne peut raisonnablement espérer survivre à un tel canon à moyenne distance. Les chars allemands courants disposent de blindages bien trop fins pour résister, et même les modèles lourds étrangers, pourtant réputés solides, restent vulnérables face à ce calibre. Sur le papier, le KV-1 est capable de détruire tout ce qu'il rencontre avant même d'être menacé en retour. À cela s'ajoute une configuration interne pensée pour le combat prolongé. 5 hommes s'entassent dans un espace étroit, saturé de bruit, de chaleur et d'odeur d'huile et de poudre. Le commandant observe, donne les ordres, tandis que le tireur aligne la cible et que le chargeur travaille sans relâche, obus après obus. À l'avant, le conducteur lutte avec une machine lourde et exigeante, pendant que le radiomitrailleur surveille l'approche de l'infanterie. Le confort est inexistant, mais la confiance est totale. Les équipages savent que leur char peut encaisser des dizaines d'impacts sans céder. Lorsque l'invasion commence, l'armée rouge aligne plusieurs centaines de KV-1 de différentes séries. Ce chiffre peut sembler modeste face à l'ampleur du front, mais l'effet psychologique de ces machines dépasse largement leur nombre. Les premières rencontres provoquent un choc profond chez les forces allemandes. Habituées à affronter des chars légers qu'elles détruisent rapidement, elles se retrouvent soudain face à un adversaire contre lequel leurs armes standards sont impuissantes. Les canons anti-chars légers tirent, encore et encore, sans résultat visible. Les obus frappent, rebondissent, tombent au sol, laissant les servants exposés et désemparés. Très vite, des récits circulent parmi les unités. Des chars soviétiques isolés qui avancent sous le feu, écrasent les positions, détruisent l'artillerie, puis disparaissent presque intacts. Chaque impact inutile renforce l'aura du KV-1.
Pour les équipages soviétiques, cette invulnérabilité apparente devient une arme à part entière. Ils peuvent s'approcher, viser calmement, choisir leur cible, pendant que l'ennemi cherche désespérément une solution. Pourtant, derrière cette image de géant invincible, des failles commencent déjà à se dessiner, invisibles au premier regard. Le poids colossal du blindage, la complexité mécanique, les contraintes imposées à une industrie encore en pleine montée en puissance, tout cela pèse lourdement sur la fiabilité de la machine. Sur les routes, lors des longues marches vers le front, certains KV-1 tombent en panne sans avoir tiré un seul coup. Les équipages tentent des réparations improvisées, parfois sous la menace de l'aviation ennemie, parfois contraints d'abandonner leurs chars intacts, faute de moyens de remorquage. Mais en cet été 1941, ces problèmes restent dans l'ombre. Ce que le front voit avant tout, c'est un char qui semble défier les lois de la guerre moderne. Un char qui encaisse, avance et frappe sans être arrêté. Le KV-1 devient un symbole brutal, presque mythique, d'une résistance inattendue. Pourtant, pendant que les combats font rage, l'adversaire observe, analyse et apprend. Et déjà, loin des routes baltes et des forêts embrumées, se prépare la réponse qui mettra fin à cette illusion d'invincibilité. À mesure que les semaines passent, le choc initial laisse place à une réalité plus brutale et plus méthodique. Les unités allemandes comprennent qu'il ne s'agit pas d'un incident isolé, ni d'un prototype unique apparu par hasard. Le KV-1 est là, présent sur plusieurs secteurs du front, et chaque rencontre impose le même constat glaçant. Les armes prévues pour stopper une offensive blindée classique ne suffisent plus. Les états-majors exigent des rapports détaillés. Les artilleurs notent les angles, les distances, les zones d'impact, cherchant la moindre faille exploitable. Sur le terrain, les équipages soviétiques exploitent cette supériorité sans attendre. Ils avancent avec une assurance nouvelle, parfois audacieuse, parfois dangereusement proche de l'excès de confiance. Les positions anti-chars sont écrasées à bout portant, les canons abandonnés, les servants dispersés sous le feu. Là où un char moyen hésiterait, le KV-1 s'impose frontalement. La tactique repose sur une idée simple: absorber les tirs, réduire les menaces immédiates, puis frapper sans laisser le temps à l'ennemi de se réorganiser. Dans certains secteurs, un seul char lourd suffit à paralyser toute une zone pendant des heures, parfois davantage. Les tentatives d'encerclement échouent lorsque le terrain empêche toute manœuvre rapide, et l'artillerie légère ne fait qu'annoncer sa position sans infliger de dégâts décisifs. Les attaques aériennes, mal coordonnées et souvent imprécises, n'apportent pas la solution espérée. Le KV-1 continue d'avancer, lentement mais inexorablement, imposant un rythme que l'adversaire n'avait pas anticipé. Face à cette situation, les commandants allemands sont contraints d'improviser. Des pièces plus puissantes sont demandées en urgence, déplacées depuis l'arrière, parfois sous le feu, parfois à travers des routes dégradées. Leur mise en batterie prend du temps, et chaque minute gagnée par les équipages soviétiques se traduit par des pertes supplémentaires. La guerre, qui devait être rapide et maîtrisée, se transforme localement en affrontement d'usure imprévue. Pour les hommes à l'intérieur du KV-1, cette période est marquée par une tension constante. La confiance dans le blindage est réelle, mais le combat reste épuisant. La visibilité est limitée. La coordination exige une discipline parfaite, et chaque engagement sollicite la machine jusqu'à ses limites mécaniques. Les ordres sont clairs: frapper vite, se repositionner, ne pas rester immobile plus longtemps que nécessaire. Pourtant, dans le feu de l'action, ces principes sont parfois difficiles à appliquer. C'est précisément là que les premières fissures apparaissent. Non pas dans l'acier, mais dans la mécanique. Les marches prolongées, les terrains défoncés et les manœuvres répétées mettent à rude épreuve la transmission. Des bruits inhabituels se font entendre, des rapports deviennent difficiles à passer, des arrêts imprévus surviennent loin de toute infrastructure de réparation. Les équipages savent que si le combat direct leur est favorable, la simple progression vers la ligne de front peut devenir un défi en soi. Malgré cela, l'image du KV-1 continue de s'imposer. Chaque succès renforce la légende, chaque char intact après un engagement nourrit les récits qui circulent d'une unité à l'autre. Pour l'adversaire, cette machine devient un problème prioritaire.
Des essais sont menés sur du matériel capturé, des analyses sont lancées pour comprendre comment neutraliser ce colosse autrement que par des solutions improvisées et coûteuses. Pendant ce temps, l'industrie soviétique tente de répondre aux demandes pressantes venues du front. Les rapports signalent une réalité contradictoire. Un char exceptionnellement résistant au combat direct, mais fragile dans son endurance mécanique. Les ingénieurs cherchent à renforcer ce qui peut l'être sans sacrifier l'avantage principal, mais chaque amélioration entraîne un compromis. Ajouter de la protection, c'est augmenter le poids. Réduire la masse, c'est risquer de perdre ce qui rend la machine redoutable. L'été avance, et avec lui l'apprentissage accéléré des deux camps. Les équipages soviétiques comprennent que leur avantage n'est pas éternel et que l'ennemi progresse rapidement dans sa compréhension de la menace. Les premières tentatives de tir ciblés visant des zones moins protégées apparaissent. Elles ne donnent pas toujours de résultats immédiats, mais elles marquent un changement d'approche. Le KV-1 n'est plus seulement subi, il est étudié. Dans cette phase de la guerre, le char lourd soviétique incarne un paradoxe. Il domine encore de nombreux affrontements, impose le respect et la prudence, mais il commence déjà à révéler les limites d'une conception poussée à l'extrême. Chaque victoire est réelle, chaque succès est mérité, mais le temps joue contre lui. L'adversaire ne cherche plus seulement à survivre à sa présence, il prépare activement les moyens de la neutraliser de façon systématique. Et pendant que les combats se poursuivent, que les routes se couvrent de carcasses et que les équipages apprennent à composer avec une machine aussi puissante qu'exigeante, une décision lourde de conséquences mûrit en arrière-plan. Une décision qui vise à rendre le KV-1 totalement intouchable, quitte à en payer le prix. Cette idée, mise sur le papier, va bientôt transformer le char lourd d'armes redouté en problème critique pour ceux-là même qui le conduisent. La décision est prise loin du front, sur des cartes et des rapports couverts de chiffres, avec une logique implacable qui semble évidente sur le papier. Si le KV-1 encaisse déjà presque tous les coups, alors il suffit de le rendre totalement invulnérable. L'idée paraît simple, presque séduisante. Ajouter des plaques supplémentaires sur les zones exposées, renforcer l'avant, épaissir les flancs, transformer le char lourd en mur d'acier roulant que rien ne pourra arrêter. Dans l'urgence de l'été 1941, cette solution est validée sans attendre de longs essais en conditions réelles. Les premiers chars modifiés arrivent rapidement sur le front. À l'œil nu, ils impressionnent encore davantage. Leur silhouette paraît plus massive, plus anguleuse, presque excessive. Les équipages comprennent immédiatement que leur machine a changé de nature. Le blindage additionnel promet une protection sans précédent, mais il impose un fardeau silencieux qui se fait sentir dès les premiers kilomètres. Le KV-1, déjà lourd à manœuvrer, devient réticent, lent à répondre, capricieux dans les changements de direction. Sur les routes, la différence est brutale. Là où le char peinait auparavant, il souffre désormais. Les ponts improvisés cèdent sous son passage, les sols meubles se transforment en pièges, et chaque montée exige un effort démesuré du moteur et de la transmission. Les conducteurs doivent anticiper chaque manœuvre, doser l'accélération, éviter les erreurs, car la moindre faute peut immobiliser la machine pour de bon. Dans les combats, la promesse de protection semble d'abord tenue. Les tirs ennemis continuent de frapper sans percer, laissant sur les plaques épaisses des marques superficielles. Les équipages ressentent une forme de sécurité absolue, presque trompeuse. Ils avancent avec assurance, parfois trop près, parfois trop longtemps sous le feu, convaincus que rien ne peut leur arriver. Pourtant, cette confiance repose sur un équilibre fragile qui commence à se rompre dès que la bataille se prolonge. La mécanique, elle, ne pardonne pas. Les pannes se multiplient. Les boîtes de vitesse surchauffent, les éléments de transmission cèdent sous une charge pour laquelle ils n'ont jamais été conçus. Des chars s'immobilisent en pleine zone de combat, non pas touchés par un obus, mais trahis par leurs propres composants. Les équipes de réparation improvisent des solutions temporaires, mais face à une masse devenue incontrôlable, leurs efforts restent souvent vains. Là où l'ennemi ne parvient pas à détruire le KV-1 par le feu, le terrain et la mécanique accomplissent le travail. Des machines intactes sont abandonnées, parfois sabotées à la hâte, parfois laissées telles quelles faute de moyens pour les évacuer.
Chaque char perdu de cette manière représente un paradoxe cruel, une forteresse invincible, incapable d'aller plus loin. Sur le plan opérationnel, la situation devient critique. Le char lourd, censé être un atout décisif, se transforme en contrainte. Les unités doivent adapter leurs itinéraires, ralentir leur progression, mobiliser des ressources supplémentaires pour maintenir en mouvement des machines qui refusent d'obéir. L'avantage psychologique commence à s'éroder, non pas à cause de l'ennemi, mais à cause de la réalité logistique. Pendant ce temps, de l'autre côté du front, l'analyse se poursuit sans relâche. Les ingénieurs et les artilleurs ennemis étudient chaque exemplaire capturé ou neutralisé. Ils observent l'épaississement du blindage, notent l'augmentation du poids, comprennent que la solution soviétique crée autant de problèmes qu'elle en résout. Cette course à la protection totale révèle une faiblesse structurelle. Plus le KV-1 devient lourd, plus il dépend de systèmes mécaniques incapables de suivre cette escalade. Les rapports venus du terrain deviennent de plus en plus alarmants. Les équipages décrivent des chars qui ne peuvent parcourir que quelques kilomètres avant de tomber en panne. Des machines immobilisées sans avoir été engagées. Des situations où la survie dépend non pas du courage ou de la tactique, mais de la chance de ne pas subir une défaillance au mauvais moment. La forteresse d'acier montre ses limites internes. Pourtant, malgré ces signaux évidents, la production se poursuit. L'urgence de la guerre, la peur de perdre l'avantage initial et la difficulté à admettre une erreur conceptuelle retardent toute remise en question profonde. Les chars continuent d'être envoyés au combat, plus lourds que jamais, plus protégés que jamais, mais aussi plus vulnérables à l'usure et à l'abandon. À ce stade, le KV-1 n'est plus seulement confronté à son adversaire. Il lutte contre son propre poids, contre une philosophie de conception poussée trop loin. Chaque plaque ajoutée renforce l'illusion de sécurité tout en rapprochant la machine de son point de rupture. Et tandis que cette spirale s'intensifie, une nouvelle menace se prépare en silence. Une arme conçue spécifiquement pour mettre fin à cette domination, non pas par la ruse ou l'improvisation, mais par la puissance brute et la production de masse. Au tournant de 1941 vers 1942, la guerre sur le front de l'Est cesse d'être une suite de surprises et devient une machine d'adaptation impitoyable. Les forces allemandes ne se contentent plus de subir les chars lourds soviétiques, elles transforment les leçons des combats en décisions industrielles. Les états-majors veulent une solution reproductible, transportable, déployable partout, sans dépendre d'une pièce rare déplacée au dernier moment. Et cette solution arrive sous la forme d'un canon qui ne cherche pas à être rusé, mais à être partout. Dans les ateliers et les usines, une nouvelle génération d'artillerie anti-chars se met en place, plus lourde, plus stable, plus dangereuse à distance réelle. Sur le terrain, cela se traduit par une évolution immédiate des lignes de défense. Les positions ne sont plus seulement des nids de canons légers disséminés, mais des zones où les servants attendent le char lourd avec une arme conçue pour le punir. Le KV-1, qui avait été un symbole de sécurité relative pour son équipage, entre dans une période où la moindre erreur de trajectoire peut devenir fatale. Les équipages soviétiques le comprennent d'abord par des signes discrets, puis par des pertes nettes. Là où l'acier résistait autrefois sans conséquence, des impacts commencent à produire des effets plus graves. Les éclats à l'intérieur, les blocages de tourelles, les incendies localisés et les pénétrations à certaines distances deviennent des possibilités concrètes. Les commandants de chars ne peuvent plus compter sur le simple fait d'être un char lourd. Ils doivent réapprendre à se battre comme si chaque sortie était un pari. Pour répondre à cette escalade, l'armée rouge cherche à renforcer ce qui peut l'être sans repartir de zéro. L'une des mesures les plus importantes concerne l'armement. Le KV-1 ne peut pas se permettre d'être redoutable seulement par sa protection. Il doit être capable de neutraliser rapidement les menaces nouvelles avant qu'elles ne tirent efficacement. C'est dans ce contexte qu'apparaît une modification décisive, l'installation du canon ZIS-5, qui donne au char une meilleure capacité de destruction et une efficacité accrue contre les cibles blindées et les positions fortifiées. Sur le papier, cela ressemble à un retour au contrôle. Le KV-1 retrouve une cohérence de char lourd, avec un canon qui n'a plus l'air d'un compromis provisoire. Sur le terrain, cependant, la réalité ne se résume pas à la puissance nominale d'un tube.
La guerre d'artillerie est une affaire d'angle, de portée pratique, de qualité des munitions, de visibilité et de vitesse de réaction. Et face à un front de plus en plus saturé de pièces anti-chars robustes, la question devient moins celle de ce que l'on peut théoriquement percer que celle de ce que l'on peut survivre à traverser. À la même période, l'adversaire renforce aussi ses propres chars, et cette évolution crée une situation dérangeante pour les équipages soviétiques. Le KV-1, conçu pour surpasser les chars moyens, se retrouve parfois face à des blindages frontaux dont la résistance ne correspond plus aux anticipations d'avant-guerre. Les duels changent de tonalité. Les engagements se durcissent, la nécessité de viser des zones plus vulnérables devient cruciale, et l'idée d'une confrontation frontale simple perd de sa pertinence. Le char lourd ne peut plus imposer son rythme, il doit choisir ses conditions. Cette transformation n'est pas seulement technique, elle est psychologique. Les équipages qui, auparavant, entraient au combat avec la sensation d'avoir une marge de sécurité, commencent à ressentir une pression différente. Chaque stop devient dangereux, chaque ouverture de terrain est une menace potentielle, chaque ligne de crête peut cacher une pièce prête à tirer. Le char lourd garde une présence intimidante, mais il n'a plus l'aura d'un objet inviolable. Il redevient une cible, grande, lente à accélérer, exigeante à manœuvrer. En parallèle, les contraintes internes n'ont pas disparu. Les solutions improvisées de l'année précédente ont laissé des traces. Les machines ont été poussées au-delà de leurs limites. La fiabilité reste une obsession quotidienne. Et les réparations sont souvent un combat aussi important que la bataille elle-même. Un KV-1 immobilisé n'est pas seulement un char perdu. C'est un obstacle logistique, un risque de capture, un gouffre de temps et d'efforts à un moment où chaque heure compte. La doctrine d'emploi s'adapte donc dans l'urgence. Les commandants cherchent à éviter les approches évidentes, à utiliser les couverts, à préparer des appuis d'artillerie, à coordonner davantage avec l'infanterie. Le char lourd doit frapper vite, se déplacer après chaque série de tirs et refuser le duel prolongé à découvert. Cela demande un niveau de discipline et de communication difficile à atteindre dans le chaos d'un front immense, surtout lorsque les unités se reconstituent, que les équipages changent et que la fatigue écrase la lucidité. Ce basculement ouvre une période paradoxale. Le KV-1 est encore capable d'écraser une position, de soutenir une attaque, de terrifier une unité mal préparée. Mais il ne peut plus prétendre à l'injustice absolue qui le rendait si spécial. Les forces allemandes disposent désormais d'un outil plus systématique, et cette systématisation prépare une question insupportable pour le commandement soviétique. Un char lourd qui n'est plus largement supérieur, mais qui reste coûteux, complexe et lourd à entretenir, a-t-il encore la même place dans une armée qui doit produire vite et gagner partout à la fois? La réponse ne vient pas par un discours, elle vient par une nouvelle course contre la montre. Il faut alléger sans se suicider, améliorer sans alourdir, survivre sans trahir le concept. Une version plus rapide, plus maniable, pensée pour sortir de l'impasse, commence à s'imposer comme une nécessité. Et tandis que cette transformation prend forme, un autre événement se profile, plus inquiétant encore. Parce qu'il ne remet pas seulement en cause le KV-1, mais l'idée même qu'il puisse dominer les combats par son statut. Lorsque la version allégée du char entre enfin en service, le contexte a déjà changé de manière irréversible. Le champ de bataille n'est plus celui de la surprise et de l'incrédulité, mais celui de la sélection brutale. Le KV-1S apparaît comme une tentative de compromis dans un monde qui n'en accepte plus. La réduction de la masse améliore la mobilité, la fiabilité progresse enfin, les marches deviennent possibles sans craindre l'arrêt mécanique à chaque dizaine de kilomètres. Pour les équipages, c'est un soulagement tangible, presque physique. Mais cette amélioration a un prix immédiat. La protection n'est plus celle qui avait construit la réputation du char. Là où l'acier épais permettait autrefois d'avancer sans calcul excessif, la prudence devient obligatoire. Le KV-1S doit désormais survivre par le mouvement, par la coordination, par l'utilisation intelligente du terrain. Il ne domine plus par sa seule présence. Il doit se battre comme un char parmi d'autres, malgré sa taille et son coût. Sur le front, cette transformation crée une ambiguïté inconfortable. Le char lourd est plus rapide, plus fiable, mais il ne remplit plus complètement le rôle pour lequel il avait été conçu.
Il n'est plus capable d'absorber systématiquement les coups les plus dangereux, et son armement, bien qu'efficace dans de nombreuses situations, ne lui garantit plus la supériorité face au blindage renforcé adverse. Des équipages expérimentés compensent par la tactique, mais la machine elle-même ne fait plus la différence à elle seule. À mesure que l'année avance, une nouvelle réalité s'impose. Les ressources industrielles sont limitées, le temps est compté, et chaque décision de production doit apporter un avantage clair. Dans ce calcul froid, le KV1 et ses variantes deviennent difficiles à justifier. Ils demandent trop de matières premières, trop d'heures de fabrication, trop d'efforts de maintenance pour un résultat qui ne dépasse plus franchement celui de chars plus simples et plus nombreux. Parallèlement, de nouvelles menaces apparaissent sur le champ de bataille. Elles ne sont pas forcément massives, mais elles incarnent un saut qualitatif. Leur présence suffit à rappeler que le KV1, même modernisé, appartient à une génération déjà en train de s'éteindre. Les confrontations deviennent asymétriques, dangereuses, et chaque engagement frontal ressemble de plus en plus à un pari risqué plutôt qu'à une démonstration de force. Dans ce contexte, l'utilisation du char lourd change encore. Il n'est plus envoyé pour imposer une percée par la seule robustesse. Il est intégré dans des dispositifs plus larges, soutenus par l'infanterie, protégés par l'artillerie, employé avec une prudence qui aurait semblé absurde 2 ans plus tôt. Le KV1 devient un outil spécialisé, puissant mais contraignant, respecté mais plus craint de la même manière. Peu à peu, les pertes ne proviennent plus seulement des combats directs. L'usure, la fatigue du matériel, la difficulté à maintenir une flotte vieillissante dans des conditions extrêmes accélèrent le retrait des unités. Les chars encore opérationnels sont regroupés, cannibalisés pour maintenir quelques exemplaires en état, utilisés jusqu'à l'épuisement de leur potentiel. Leur nombre diminue, leur rôle se réduit, et leur présence sur les axes principaux devient de plus en plus rare. À la fin, il ne reste plus qu'un constat que personne ne peut ignorer. Le KV1 a été conçu pour un type de guerre qui n'existe plus. Il a dominé un moment précis, dans des conditions précises, avant d'être rattrapé par l'évolution accélérée des armes, des doctrines et de l'industrie. Sa fin n'est pas spectaculaire, elle n'est pas marquée par un événement unique, mais par une lente disparition, logique et inexorable. Et pourtant, son parcours n'est pas celui d'un échec. Pendant le temps où il a été adapté à son environnement, il a imposé des choix, forcé l'adversaire à réagir, modifié l'équilibre des premières phases du conflit. Puis, lorsque cet environnement a changé, il a montré les limites d'un concept poussé trop loin. Le KV1 ne s'est pas effondré soudainement. Il a simplement cessé d'être la bonne réponse. Son histoire se termine là où commence celle des machines suivantes, conçues avec les leçons tirées de ses forces et de ses faiblesses. Mais au moment précis où il quitte progressivement la scène, il laisse derrière lui une question essentielle, valable pour toute guerre industrielle moderne. Combien de temps une arme peut-elle rester invincible avant que le monde ne s'adapte pour la neutraliser? Si cette histoire vous a captivé, soutenez-la en laissant un like, partagez votre avis en commentaire et dites quelle autre machine de guerre vous aimeriez voir racontée ici. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochains récits, où chaque épisode explore la frontière fragile entre domination et obsolescence.